Dans cette vidéo, on va aborder un sujet anormalement sous-coté, OK? C'est les requêtes HTTP et les API. Donc, si vous êtes déjà tombé sur une NPTEL et que vous avez déjà vu le module, un peu bleu là, je le mettrai à l'écran, le module HTTP request et que vous saviez tout simplement pas, comment le configurer ou qu'est-ce que ça veut dire, bah, cette vidéo elle est faite pour vous. Et on va aussi parler des API parce que selon moi, c'est une notion vraiment fondamentale. Ça élarge de fou les possibilités. Donc je vais pas trop rentrer dans le détail parce que c'est justement, bah, le but de la vidéo. Mais en gros, sur NVTen, il y a tout simplement un nombre de logiciels qui sont disponibles. Donc il y a un nombre de nœuds, voilà, d'applications qu'on peut utiliser de manière, on va dire, native sur NVTen. Mais bien évidemment, il n'y a pas tous les logiciels du monde. Et en gros, les API, ce qui va nous permettre d'interagir avec tous ces autres logiciels-là qui ne sont pas disponibles sur N8N. Donc, à partir du moment où on peut utiliser les API à travers le module HTTP request, comme on va l'expliquer plus tard, on peut quasiment interagir avec n'importe quel logiciel et du coup, bah, mettre sur pied n'importe quel projet du coup. Donc, basiquement, c'est ça, mais bien évidemment, on va rentrer beaucoup plus en détail dans cette vidéo. Donc, sans plus tarder, c'est parti. OK, donc c'est parti. HTTP request et API sur N8N. Bien sûr, c'est un concept qui va bien au-delà de N8N. Le but, c'est vraiment d'appliquer ça sur N8N. Donc la première partie, ça va être une partie un peu plus théorique, expliquer le concept, expliquer les bases et ensuite dans une deuxième partie, bah, on va plutôt s'atteler à faire de la pratique et utiliser ça directement sur la plateforme, sur N8N. OK, donc 1 chose à savoir, comment fonctionne N8N? Maintenant, on va commencer par les bases, OK? Là, on revient à la source pour vraiment tout comprendre. Ce qu'il a lieu de savoir, c'est que tout ce que fait N8N, ce sont des requêtes HTTP. Vous en faites pas, on va bien évidemment expliquer le terme. Tout ce que N8N fait, ce sont des requêtes HTTP. Donc, à chaque fois que vous allez voir un nœud exécuté, c'est une requête HTTP qui est effectuée. Lorsque vous mettez un nœud Gmail dans votre workflow, c'est une requête HTTP. OK? Lorsque vous mettez un nœud Notion, c'est une requête HTTP. Lorsque vous mettez un nœud Google Sheets, derrière, qu'est-ce qui se passe? C'est une requête HTTP qui est performée. Juste que voilà, N8N vous le présente sous une belle interface, ils vous mettent un beau logo. Mais si vous regardez derrière, qu'est-ce qui se passe? C'est une requête HTTP et bien sûr, on va vous expliquer plus tard qu'est-ce que c'est qu'une requête HTTP. Donc voilà, si vous prenez par exemple ce petit workflow-là, donc ça commence par un Google Sheets, ensuite ça transmet les données à Notion, ensuite on va faire appel à OpenAI, donc de l'IA, puis on fait appel à Telegram et enfin on fait appel à Gmail. Lorsque vous voyez ce workflow-là, ce n'est rien d'autre, d'après ce que je viens de dire, équivalent à ça. Voilà. Je vous ai dit que chaque nœud correspond à une requête HTTP, ok? Ça veut dire que cette succession de 5 nœuds que vous voyez là au-dessus, en un, c'est la même chose qu'une succession de 5 requêtes HTTP. En réalité, N8N nous facilite la tâche, mais on aurait pu tout simplement faire exactement les mêmes actions en utilisant 5 nœuds HTTP request. Donc, HTTP request, en gros, c'est requête HTTP. Bon, je pense que vous l'avez deviné. Voilà, donc là, on a notre petit Naruto qui nous dit que c'est la même chose. Et du coup, bien évidemment, c'est logique. Depuis tout à l'heure, je vous parle de requête HTTP, mais je ne l'ai toujours pas défini ce terme. Qu'est-ce que c'est qu'une requête HTTP? Donc, une requête HTTP, c'est simplement un message envoyé vers un serveur pour demander ou pour envoyer certaines données. OK? Là, on a un exemple. On a un Google Sheets, donc on a un nœud Google Sheets sur NVTen. D'après cette définition, ceci n'est rien d'autre qu'un message qu'on adresse au serveur de Google Sheets pour soit demander des données à Google Sheets. Par exemple, quel type de données on pourrait demander? On pourrait demander une certaine information dans un tableau, donc récupérer une information dans un tableau, ou on pourrait envoyer des données à Google Sheets. Par exemple, on pourrait ajouter une nouvelle case dans un tableau. Donc, on a une case, on veut rajouter une information dans la case, donc on envoie la donnée. La donnée, elle vient de nous. Donc, supposons, moi, je veux mettre un certain nombre, je veux mettre le nombre 10 dans une certaine case. La donnée, elle part de moi et elle va vers Google Sheets. Donc, j'envoie la donnée. Lorsque je récupère une donnée, alors ça, c'est une demande. Donc voilà, une requête HTTP, c'est un message qu'on envoie à un serveur pour soit demander ou envoyer des données vers ce serveur-là. Donc vers Google Sheets en gros. Là, on a un autre exemple. Ceci est un message qu'on adresse au serveur de Gmail pour soit récupérer des données chez Gmail. Donc, admettons que voilà, Gmail, bah, ils ont une base de données, tu vois, ils ont des serveurs, ils stockent toutes nos informations dessus. Parmi ces informations, il y a mes mails. Et moi, je peux demander tout simplement à Google de me
de me récupérer mon dernier mail à travers N8N, OK? Donc ça, c'est une demande d'information. Je leur demande une information ou à l'inverse, je pense que vous commencez à comprendre, on peut demander d'envoyer des données vers Gmail. Donc la donnée, elle quitte chez moi, elle va vers Gmail. Par exemple, je rédige un mail et je veux que, voilà, Gmail l'envoie à quelqu'un. Donc, je rédige mon mail et je l'envoie à Gmail. Gmail ensuite se charge de le transférer à quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est un envoi de données. Donc voilà, pour faire simple, encore une fois, une requête HTTP, c'est simplement un message qu'on envoie à un serveur d'une certaine application pour demander ou envoyer des données. Et le serveur de l'application, c'est juste ce centre, voilà, ce sont des grosses machines qui gèrent toutes les données des applications. Maintenant, un autre terme que je n'ai toujours pas abordé pour l'instant, mais qui est super important, et vous allez le voir aussi sur NWTen, peut-être que bah, ça vous dit déjà quelque chose, les méthodes. Donc, les requêtes HTTP, elles ont des méthodes. Donc là, on nous dit que la méthode d'une requête HTTP, c'est ce qu'on veut faire des données. Simplement, un terme vraiment simple, c'est absolument ce qu'on veut faire des données. Tout à l'heure, je vous avais dit qu'on peut soit demander ou soit envoyer des informations. Donc, lorsqu'on demande les informations, la méthode, c'est get. OK? Par exemple, je veux récupérer la météo du jour. Je vais faire une méthode get parce que je demande des informations. Je veux les récupérer. La méthode, c'est quoi? La méthode, c'est get. Lorsque je veux envoyer des informations vers le serveur, donc de moi vers le serveur cette fois-ci, la méthode, ça va être post, OK? Donc, admettons, j'écris le nombre 10 dans une case d'un Google Sheets. Donc là, j'envoie le nombre 10, OK? J'envoie le nombre 10 vers Google Sheets. La méthode, ça va être post. Ça va pas être get parce que je suis pas en train de récupérer, je suis en train d'envoyer une information. Je suis en train de poster, on va dire, l'information. Et d'ailleurs, je pense que c'est la suite. Donc, il y a une petite méthode mémotechnique, bon, c'est facile à retenir, mais voilà, une petite méthode mémotechnique, c'est tout simplement la définition en anglais. Get, c'est rien d'autre que voilà, avoir, obtenir quelque chose. Donc, dites-vous, voilà, je get les informations, je récupère les informations, j'obtiens les informations. Post, c'est poster les informations, c'est les envoyer quelque part. Donc, dites-vous, voilà, je poste l'information quelque part. Hormis les méthodes, get et post, il y en a bien d'autres. Par exemple, on peut avoir, put qui sert à mettre à jour une ressource, on peut avoir patch qui sert à modifier partiellement une ressource, on peut avoir aussi delete qui sert à supprimer une ressource, mais on va vraiment pas s'attarder sur celle-ci car, 99,99 du temps, vous n'aurez à utiliser que get et post. Donc, vraiment les autres, vous allez les voir sur n8n bien évidemment, mais voilà, je pense même que moi, je ne les ai jamais utilisés. Donc, put, patch, delete, ainsi que tout le reste, je pense que je ne l'ai jamais utilisé et vous pouvez zoomer en bas à droite de l'écran. Vous allez voir que j'ai mis un petit message ici. Voilà, c'est justement ça que fun fact, je n'ai jamais utilisé autre que ces 2 là, donc je n'ai jamais utilisé autre que get et post pour l'instant. Donc en gros, N8N fait des requêtes HTTP/FR, tous ces logiciels-là, pour, encore une fois, demander ou envoyer des informations. OK? Voilà, donc tous les logiciels que vous allez voir sur N8N, dites-vous tout simplement que N8N fait des requêtes HTTP. Soit ils demandent des informations, soit ils envoient des informations vers ce logiciel. OK? Par contre, N8N n'est naturellement pas Gmail, Spotify ou Twitter, OK? Ou n'importe quel autre logiciel. N8N, c'est N8N. C'est un logiciel qui est différent, c'est une entreprise à part entière. N8N est différent de tous ces logiciels, ce qui veut dire que N8N n'a pas la même manière de fonctionner que tous ces logiciels-là. N8N n'a pas non plus la même manière d'interpréter les données que ces logiciels-là. Chacun, voilà, interprète les données de sa propre manière, quoi. N8N n'a pas non plus le même langage que tous ces logiciels-là. Encore une fois, c'est une entreprise qui est à part, c'est un logiciel qui est à part. Voilà, chaque logiciel a ses règles métiers, a sa manière de fonctionner. N8N est différent de tous ces logiciels avec lesquels il interagit. Donc, on pourrait naturellement se poser une question. Comment N8N fait-il donc pour interagir avec eux? Avec tous ces logiciels-là, s'ils ne possèdent même pas le même langage? Aujourd'hui, moi, je vais en Russie, et ben, si le russe, il est pas capable de parler un langage que moi, je comprends et que lui, il comprend, si lui, il essaie de parler russe et que moi, j'essaie de parler français, je vais tout simplement pas le comprendre. On va pas se comprendre parce qu'on ne parle pas la même langue et pourtant, N8N est différent de tous ces logiciels, mais pourtant, ils arrivent à communiquer. Et encore une fois, je précise, ils n'ont pas la même langue, ni la manière de fonctionner. Donc, naturellement, on se pose la question: «Comment ça se fait?» Voilà tout l'intérêt d'une API. Non, mais applaudissons. Applaudissons! Est-ce que le sujet, il est pas bien amené là? Non? Le storytelling, il est bon les gars, non? Dites-moi en commentaire.
Non, je rigole. Bref, le secret derrière comment n arrive à communiquer avec, tous ces logiciels-là, c'est les API. Là encore, on va définir ce terme. Donc, une API, ça se définit par Application Programming Interface. Je ne sais pas comment le traduire en français, mais on va directement donner la définition. Les API, c'est ce qui sert de pont de communication entre différents logiciels. Donc, là, bien sûr, je parle entre N8N ainsi que tous ces autres logiciels, mais voilà, c'est valable pour n'importe quel logiciel. À partir du moment où 2 logiciels sont capables de communiquer des informations entre eux, c'est-à-dire de s'envoyer ou de se demander des informations, c'est que ces logiciels ont mutuellement leurs API respectives. Donc les API, c'est ce qui sert de pont de communication entre ces différents logiciels, même s'ils ne parlent pas le même langage en interne. Pour faire simple, c'est ce qui permet aux applications, pourtant différentes, voilà, qui fonctionnent de manière totalement différente, de se comprendre et de communiquer entre elles. En fait, l'API, c'est un peu comme une sorte de traducteur. C'est un peu comme une sorte de traducteur au centre. Moi, je vis en Russie, je ne suis pas capable de parler ma langue avec le russe, lui aussi, il n'est pas capable de parler sa langue avec moi. Il y a un traducteur au milieu qui comprend nos langues respectives, qui va nous traduire tout simplement l'information dans notre langage. Vous pouvez un peu l'imaginer comme ça. C'est un peu une sorte d'interprète, de traducteur au centre. Vous pouvez aussi le voir comme une norme. On va dire, par exemple, l'anglais, c'est une norme sur lesquelles on va se caler, sur se plugger, OK? Moi, je sais pas parler le russe, il sait pas parler le français, mais on peut s'arranger, on peut se dire: «OK, la langue de référence, c'est l'anglais». Tous les 2, si on veut communiquer, on va se caler sur une seule norme, c'est-à-dire sur une seule langue, sur l'anglais et c'est ça qui va nous permettre d'échanger des informations alors que pourtant de base nos systèmes, de communication ne sont pas pareils. OK, donc là on me dit gros point d'exclamation. Tout logiciel se doit d'avoir sa propre API pour que N8N ou n'importe quelle application, comme je le disais, puisse communiquer ou échanger des données avec lui, OK? Là, par exemple, on a le module Telegram, ça existe sur N8N. Qu'est-ce que cela nous prouve? C'est que Telegram possède une API et qu'en plus de ça, N8N y a accès. Parce que si N8N veut pouvoir, échanger des informations avec Telegram, N8N se doit d'avoir, l'API de Telegram. Donc le simple fait que le module Telegram existe sur N8N, cela nous prouve déjà que Telegram possède une API, mais ça nous prouve en plus que N8N a accès à cette API. Sinon N8N n'aurait pas pu, voilà, communiquer des informations, voilà, soit en récupérer ou en envoyer avec Telegram, quoi. Donc là, on va directement s'attaquer à le fonctionnement d'une API. Comment est-ce que ça fonctionne une API? Et on va le voir de la manière la plus simple possible. Je n'ai absolument pas trouvé cette analogie-là que vous allez voir tout de suite. Si vous tapez, fonctionnement d'une API sur Google, vous regardez même des vidéos YouTube sur ça, vous allez toujours voir cette explication-là. On va vous parler de clients, de chefs, on va vous donner vraiment un exemple dans un restaurant. Donc voilà, moi je vais pas essayer de réinventer la roue. Si ça marche, si cette façon d'expliquer est aussi connue, c'est vraiment que voilà, l'analogie elle est vraiment bonne, hein. Donc on va tout simplement reprendre cette analogie-là. Donc dans un restaurant, comment est-ce que ça se passe? On a des clients, on a un serveur, donc un garçon de café qui va servir la nourriture et on a un chef, OK? Donc tout commence par le client. Le client, il va faire quoi? Il va passer une commande auprès du garçon de café. Le garçon de café va noter la commande sur son téléphone ou voilà, sur un papier, en général. Ensuite, il va transmettre cette commande au chef pour que le chef puisse se mettre à la préparation de la commande. Une fois que le chef, il a fini la préparation de la commande, il fournit la commande à nouveau au garçon de café et le garçon de café, il fait quoi? Il sert la commande, bah, que le client, il avait demandé à la base. Donc, typiquement, c'est ça le schéma dans un restaurant et ça, c'est une très bonne analogie avec ce que peut être, le fonctionnement des requêtes HTTP ainsi que des API, OK? Donc le parallèle, il est là. On a les utilisateurs, donc les clients, ça va être nous qui sommes sur notre PC, ça va être N8N parce que N8N, c'est nous en gros, quoi. On va dire que les utilisateurs, c'est nous, c'est les clients. Et d'ailleurs, le mot client qu'on voit ici, ça a pas forcément de rapport avec le client de en haut. Celui d'en bas, c'est surtout, voilà, l'interface sur laquelle on est. Par exemple, notre navigateur Chrome, on va pouvoir l'appeler un client, voilà, même dans le jargon technique, hein. J'ai pas essayé de reprendre le terme en haut, mais bref. L'équivalent des clients dans le restaurant, c'est nous utilisateurs qui sommes sur notre PC. On va envoyer du coup une requête HTTP
vers le garçon de café qui est dans notre cas de figure, notre API. Donc la requête, comme je vous le disais, c'est un message. C'est un message pour demander une certaine ressource, pour demander une certaine information ou pour, à l'inverse, envoyer cette, certaine ressource ou cette certaine, information. Et on va le faire à qui? On va le faire à l'API. L'API, c'est ce qui sert d'intermédiaire. Donc comme je vous le disais, avec l'exemple, du français ainsi que du russe, c'est le traducteur, c'est l'interprète qui est au milieu, qui va se charger de la liaison entre les 2 terminaisons. Ensuite, notre API, c'est-à-dire notre garçon de café, il va transmettre la requête HTTP au chef. Le chef, c'est lui qui va préparer la commande. Et l'équivalent du chef dans notre cas de figure, ça va être un serveur. Donc, là, si j'ai décidé justement d'appeler le garçon au milieu, garçon de café, non pas le serveur, parce que là, c'est lui qui sert la nourriture, c'est le serveur qu'on dit d'habitude. C'est tout simplement pour, voilà, ne pas faire, confusion avec, ce serveur-là qu'on est en train de présenter actuellement. Donc, notre API va transmettre la requête, HTTP qui va transmettre notre demande au serveur. Donc, le serveur de l'application en question. Ça peut être le serveur de Google, ça peut être le serveur de Reddit, ça peut être le serveur de Telegram, de n'importe quelle application que vous voyez sur NVIDIA ou sur n'importe quel autre logiciel. Donc le serveur, comme, l'image l'indique, ce sont ces sortes de grosses machines. Voilà, c'est quelque part dans le monde, ce sont des gros ordinateurs qui stocke des données, qui fait fonctionner les logiciels en gros et qui va naturellement nous fournir les ressources lorsqu'on en demande. Voilà, c'est là-bas où il y a toutes les informations. Par exemple, nous, nos mails, ils sont stockés dans les serveurs de Gmail, par exemple. OK, du coup là, notre requête HTTP, elle a été transmise à notre chef qui va devoir faire la préparation. Donc ça a été transmis à notre serveur Google, au serveur Reddit ou je ne sais quoi. Qu'est-ce que va faire notre chef du coup, notre serveur? Il va fournir la ressource. La ressource lui a été demandée par l'API, l'intermédiaire, donc il va tout simplement fournir la ressource qui a été demandée à l'API. Est-ce qu'il y a lieu aussi de savoir ce que même si à la base, nous, on envoyait des informations, comme je vous ai dit, une requête HTTP, ça peut être un GET ou un POST, même si ce qu'on faisait, c'est un POST, donc on envoyait une information, eh bien le serveur, il va quand même nous renvoyer certaines informations. OK, il va nous envoyer des informations, par exemple, pour nous confirmer que la chose elle a bien été faite, tu vois? Par exemple, je cherche à envoyer un certain nombre dans une case, Google Sheets, le serveur, il va m'envoyer une sorte, voilà, de confirmation pour me dire que, voilà, la case, elle a bien été mise à jour avec telle information et cetera. Ou aussi, bah, le plus évident, si je fais une requête GET, je lui demande une information, bah, tout simplement, il me rend l'information parce que je le lui ai demandé. Donc notre serveur, comme je vous ai dit, il va prendre la ressource, la donner à l'API et l'API qui va venir tout simplement vers nous, l'utilisateur, nous demander ce qu'on a demandé à la base. Donc il va nous livrer la ressource tout comme le garçon de café aurait livré la commande au client. Donc à partir de là, on peut dire que N8N, ce n'est rien d'autre qu'un agrégateur d'API. C'est une plateforme qui regroupe des API. Donc, une plateforme qui intègre les API de plein de plateformes différentes et qui nous facilite la tâche pour effectuer les appels d'API vers ces plateformes. Les appels d'API, ce sont ces requêtes HTTP, voilà, ces demandes ou ces envois vers les différentes plateformes. Admeton nous le facilite vraiment grandement. Mais du coup, de quelle manière il nous facilite ça? Bah, ça, on va le voir tout de suite à travers un exemple. Donc, je pense que c'est la fin de la partie théorique. On va aller sur N8N et on va commencer à pratiquer du coup. Là, il y a un peu de lexique, mais bon, je vais pas allonger cette, partie théorique. Voilà, il y a plein de termes qu'on va pouvoir avoir l'occasion d'expliquer plus tard lorsqu'on va les rencontrer sur N8N. OK, donc, là, je me suis directement mis sur un workflow N8N. Je vais commencer par vous expliquer, bah, vous présenter plutôt le nœud HTTP request. Peut-être que vous avez certainement dû le voir déjà par le passé. Donc, comme la définition l'indique, ça fait une requête HTTP et ça retourne, des données en réponse, OK? Si je clique dessus, on va voir que le nœud, il se présente à peu près comme ça. La première chose qu'on nous demande de paramétrer, c'est la méthode. OK? Donc, comme je vous avais expliqué, la méthode, il y a get principalement et il y a post plutôt. Get et post, ce sont les principales méthodes, mais il y en a plein d'autres. Delete, head, options, patch, put, il y en a pas mal. En général, vous n'aurez à 99% du temps à utiliser que get et post. OK? Ensuite, ça nous demande de setter une URL. Donc, comme la description l'indique, c'est l'URL vers laquelle on va faire la requête. Et là, c'est le moment peut-être pour vous présenter un de ces termes-là. C'est le endpoint. D'ailleurs, je vous enverrai ce fichier si ça vous intéresse, hein, ou ce fichier de présentation. Le endpoint, c'est l'adresse, donc l'URL
à laquelle une API attend une requête pour exécuter une certaine action, envoyer par exemple ou récupérer des données. Par exemple, si je veux récupérer des données sur un certain Google Sheets, ça va pas être la même URL, ça va pas être à la même sur le même lien, en fait, que je vais faire la requête que si je voulais envoyer des données vers ce Google Sheets. Donc à chaque action dans un logiciel, son URL. Ça permet au logiciel de savoir, en fait, voilà, quelle action je veux réellement performer, en fait. Et comment savoir quelle, URL on doit mettre ici? Ça, on va le voir juste après, ça va être, noté dans la documentation de l'API, mais voilà, on va le voir juste après. Ensuite, on a une section authentification. Donc, l'authentification, c'est un peu comme un mot de passe. Souvent, on pourra mettre notre clé d'API ici. D'ailleurs, la clé d'API, c'est un autre terme. Donc, là, on nous dit que la clé d'API, c'est un identifiant unique qui est utilisé pour prouver qu'on est autorisé à utiliser l'API. Donc, la clé d'API, c'est un peu comme un mot de passe. C'est une information qui est confidentielle, tellement confidentielle que pour beaucoup de logiciels, lorsqu'ils vont vous donner votre clé d'API, ils vont vous ne l'afficher qu'une seule fois. Et ils vont clairement vous dire de la stocker quelque part. Donc, vous devrez la stocker dans un fichier ou quelque part parce qu'ils vont souvent ne plus jamais vous la montrer. C'est une information qui est confidentielle. Donc la clé d'API, voilà, c'est cette séquence de caractères, c'est vraiment une voilà, c'est des lettres, c'est des chiffres, c'est des tirets, vraiment, c'est une séquence de caractères qui prouve que vous êtes vraiment habilité à utiliser, l'API. En fait, les API, c'est un peu comme un système de comptes, en fait, chacun avec son compte. Donc, moi, j'ai mon mot de passe pour utiliser l'API de on va dire Google Sheets, par exemple. Il y a quelqu'un d'autre qui va avoir son propre mot de passe pour pouvoir utiliser l'API de Google Sheets. Voilà, donc chacun avec son autorisation. Et en gros, lorsque tu vas faire un appel d'API, donc une requête HTTP vers une API, tu vas devoir mettre à chaque fois ta clé d'API pour t'authentifier, pour prouver que voilà, c'est moi, Ousmane par exemple, je me connecte à mon compte en gros, et voilà, pour prouver que j'ai le droit d'utiliser l'API en fait. Donc souvent, vous allez pouvoir le faire en cliquant ici sur Predefined Credential Type. Il y a des types de credentials qui sont souvent ou plutôt qui sont assez communs, donc c'est pour certaines, applications. Donc là, vous pouvez voir par exemple Discord Bot. Si je monte un tout petit peu, voilà, il y avait Airtable. Si je tape Sheets, je sais pas si je vais trouver Sheets. Voilà, il y a Google Sheets, il y a Notion. Donc ça, en gros, c'est un peu comme des sortes de templates qu'ils vous ont, voilà, offert. Une ils vous facilitent la tâche, ils vous mettent des sortes de templates pour facilement vous authentifier vers votre API Notion pour pouvoir l'utiliser, facilement. Il y a une autre manière de le faire, mais voilà, il nous facilite la tâche. Et là, tout ce qu'on aura à faire, c'est quoi? Cliquer ici, select, create new credential, et là, ils nous mettent tout simplement une case où on va devoir mettre notre clé d'API. Comme je vous le disais, bah, il y a une autre manière de le faire. Ça, c'est une template, mais on aurait très bien pu faire sans. On aurait pu cliquer ici sur Generic Credential Type, donc un type de credential générique, quoi. Si on clique ici, on voit qu'il nous propose de sélectionner le type, donc Basic, Bearer, Custom, Digest, et toutes ces informations-là. Pour savoir lequel vous allez devoir choisir, bah, vous allez tout simplement, encore une fois, lire la documentation de l'API. La documentation, c'est ce texte qui vous explique tout simplement comment utiliser l'API d'un certain logiciel. Tout logiciel qui propose une API, en général, bah, va vous fournir aussi une documentation. Bref, enfin, c'est obligatoire, sinon on peut tout simplement pas savoir comment utiliser l'API de ce logiciel. Et ces documentations-là, vous allez les trouver sur les sites des logiciels. Après, bon, vous en faites pas, on va faire quelques exemples. On va naviguer à travers une ou deux documentations et puis voilà. Donc, ce type-là, vous allez le retrouver directement sur cette documentation. Souvent, vous allez prendre celui-ci, Bearer. Ils vont vous dire Bearer Token, donc Bearer, et ensuite vous allez devoir mettre votre token, c'est-à-dire votre clé d'API. Là, si vous cliquez sur Bearer, voilà, Select New Credential, et là, ils vont vous proposer de mettre votre token, votre clé d'API. Il y a encore une autre manière de le faire. Je vais ici mettre sur None. Donc ici, on va pas simplement définir l'authentification, mais on va plutôt le faire dans les paramètres. Donc souvent, ça va être dans le header. Donc on va tout simplement dans le header mettre un name. Le name, ça va être quoi? Ça va être défini dans la documentation. Vraiment, il n'y a pas de règle. Ça peut vraiment être au cas par cas. C'est chaque logiciel qui va configurer bah, son API. Donc chaque logiciel va définir bah, qu'est-ce qu'on doit mettre. Et dans la valeur, par contre, vous allez souvent mettre, votre clé d'API. Donc voilà, il y a essentiellement 3 manières, je dirais, de le faire. Là, je vais désactiver ça et on va y aller vraiment dans l'ordre pour expliquer, du coup, qu'est-ce que c'est
que ces 3 autres paramètres, donc les query parameters, les headers et le body. Donc les query parameters, donc si on commence par ça, on peut voir déjà que le paramètre, il n'est pas activé par défaut, ce qui veut dire qu'il n'est pas forcément obligatoire. Si jamais la documentation de l'API vous dit que vous avez besoin de mettre un query parameter, vous le faites. Vous allez tout simplement l'activer. Donc, qu'est-ce que c'est que des query parameters? Donc, des fois, on va dire parameters seulement, mais voilà, des fois, on peut mettre query aussi en face. Sur Newton, ils appellent ça query parameter. Ce sont des informations pour filtrer ou modifier la requête. Donc, supposons, prenons toujours l'exemple du Google Sheets. Admettons qu'il y a des informations sur certaines personnes et que moi, je veux uniquement récupérer les informations des personnes qui ont exactement 18 ans. Donc, des cases où âge est égal à 18, en fait. Je pourrais mettre ce paramètre-là pour filtrer, en gros, la requête. Je veux uniquement que tu me choisisses. Donc, il faut que tu filtres les personnes qui ont un âge égal à 18. Donc, souvent, ce genre de choses, on pourra le faire à travers les paramètres. Ensuite, on a les headers, donc ça se présente un peu de la même manière. Les headers, ça va être des informations supplémentaires qui vont être envoyées avec la requête, comme l'identité de l'utilisateur, le format des données ou la clé d'API. Très souvent, quand même, vous allez avoir à mettre votre clé d'API. Souvent, dans la documentation de l'API, ils vont vous dire que c'est un header. Donc, vous allez tout simplement pas réfléchir, pas essayer à passer par ici à authentification. Vous allez tout simplement activer ici header, mettre le nom, genre souvent ça va être API key, je sais pas. Et ensuite, ici, vous allez mettre votre clé d'API et tout simplement, bah, vous serez authentifié, quoi. Et enfin, ici, on a le body, OK? Du coup, le body, c'est le contenu principal qui va être envoyé dans une requête. Donc souvent, il va être au format JSON et ça va contenir les données à traiter. Si vous ne savez pas c'est quoi le format JSON, bah, je vous ai fait une vidéo sur ça, je vais vous la mettre en description. Mais en gros, le format JSON, c'est le format que vous allez pouvoir voir, sûr que vous l'avez déjà vu, c'est avec les accolades. Donc si je mets ça comme ça, vous voyez ça, c'est le format JSON, OK? Là, si je mets par exemple prénom Ousmane, âge 54. Ça, c'est un format JSON, OK? C'est entouré par des accolades. S'il y a une clé prénom, la valeur c'est Ousmane. Il y a une clé âge, la valeur c'est 54. En gros, c'est ça le format JSON. Le body, il va souvent être au format JSON. Après vous, vous n'êtes pas obligé de le mettre forcément au format JSON parce que NWT, ils vont se charger de cela pour vous. Vous pouvez tout simplement venir ici et mettre le name, mettre la valeur et NWT derrière, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est tout simplement faire tout le formatage, voilà, rajouter les accolades, rajouter les guillemets et cetera, quand c'est nécessaire. Donc comme pour le reste, ici, vous pouvez choisir la manière dont vous allez spécifier les informations. Donc le body, par exemple, vous pouvez le spécifier à travers ces cases name, value, mais vous pouvez aussi le spécifier à travers un JSON et l'écrire vous-même, OK? Mettre des accolades, après ça, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pas la peine de faire ça. Vous pouvez tout simplement utiliser les cases comme ça et le faire beaucoup plus facilement. Et c'est aussi valable pour le reste. Donc, le header aussi, vous pouvez utiliser du JSON pour le définir. Vous pouvez aussi utiliser directement des cases comme ceci. Pour le body, comme ici, c'est spécifié, c'est souvent au format JSON. Mais le mot souvent, bah, il est pas anodin parce qu'on peut le faire dans d'autres formats. Donc là, on voit que le body content type, donc le type de contenu du body, il est à JSON, mais il y a d'autres types qu'on peut utiliser. La plupart du temps, quand même, je ne vais pas vous mentir, vous allez utiliser JSON, donc je ne vais pas m'attarder sur le reste. Donc si vous voulez rajouter un autre paramètre dans le body, c'est ça, add parameter par exemple. Souvent, vous allez avoir à mettre des informations dans votre body lorsque vous allez utiliser une requête post. Lorsque vous utilisez une requête get, souvent, voilà, c'est pour récupérer des informations. Mais quand vous allez poster les informations, envoyer des informations, là, vous allez devoir spécifier justement les informations que vous avez envie d'envoyer. Comme l'exemple que je vais donner au début, si vous voulez envoyer le nombre 10 dans une certaine case Google Sheets, bah, vous allez tout simplement ici peut-être mettre le nom de la case et dans la valeur mettre 10, quoi. Donc très souvent, ça va être lorsque vous allez faire des requêtes post que vous allez avoir tendance à mettre un body. OK, donc maintenant, on va essayer de faire directement notre première véritable requête HTTP ensemble. OK? Je vais chercher une API de météo sur Google. Je vais taper Weather API. Je vais cliquer sur celle-ci, Free Weather API. C'est une API qui est gratuite. Et en gros, ça va être une API que je vais pouvoir utiliser pour faire des requêtes, pour demander voilà, des informations sur la météo, dans certaines localités, etc.
Là, on peut voir qu'il me propose d'aller dans la documentation. Je peux cliquer ici sur View Docs. Comme je vous le disais, la documentation, c'est vraiment ce qu'il y a de plus vraiment important, en fait. Vous allez vraiment devoir vous familiariser à lire des documentations d'API, mais vraiment, vous allez vite vous habituer parce que voilà, les documentations, elles se ressemblent pas mal la plupart du temps. C'est un peu sous le même format, mais quand même, chaque API a ses règles. Donc, voilà, chaque logiciel va concevoir son API de manière unique s'ils le veulent, bah, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Bien vrai que les API, bah, se ressemblent dans leur structure, bah, chaque API peut être présenté d'une manière différente. Donc la documentation, elle peut être présentée de manière différente et aussi, bah, chaque API peut avoir ses spécificités. Donc là, souvent, vous aurez une, section qui va vous parler de l'authentification. Donc, c'est là-bas où vous allez souvent mettre votre clé d'API. Là, ils nous disent que l'authentification à Weather API, donc le site où on est donné en passant, bah, la clé d'API en tant que paramètre, OK, à travers l'API. Donc, c'est key. Là, ils nous mettent key égale, ensuite notre clé d'API. Ce que cela voudra dire, c'est que dans les paramètres sur n8n, qu'est-ce que je vais devoir faire? Dans les paramètres, donc ici, je vais devoir mettre key ici et la valeur, je vais devoir mettre ma clé d'API. Là, je tape n'importe quoi parce que je ne connais pas encore ma clé d'API, il va falloir que je la récupère. Mais en gros, ici, dans la valeur, je vais devoir mettre ma clé d'API. Ici, si on descend un tout petit peu, ils vont vous donner l'URL, OK? Request URL. Donc là, ils nous disent que le base URL, c'est ça. Donc ça, c'est l'URL vers lequel on va faire notre requête HTTP. Donc c'est ça qu'on va mettre dans notre case sur N8N. Donc je le colle tout simplement ici. Par contre, si je viens ici, on peut voir qu'ils me disent que c'est le base URL. C'est pas l'URL pour tout. Comme je vous l'avais dit à un moment dans la vidéo, chaque action va avoir une API qui va être, enfin plutôt chaque action va avoir un certain URL qui va être spécifique. Celui-là, c'est l'URL de base. C'est l'URL qui va être un peu le préfixe qui va se mettre au début pour n'importe quelle action. Maintenant, on va rajouter certaines choses à la fin en fonction de ce qu'on veut faire. Là, ils nous résument un tout petit peu ça. Ils nous disent que par exemple, si on veut récupérer la météo courante, la météo actuelle, on va devoir utiliser ceci. Donc souvent quand vous allez voir slash quelque chose, c'est ce que vous allez devoir mettre à la droite du base URL, OK? Donc là, si je veux récupérer la météo actuelle, je vais devoir mettre ceci ou ceci aussi, hein, mais si je prends ceci, ils vont me le retourner si je prends ceci, ils vont me le retourner sous le format XML alors que moi, bon, souvent on voudra travailler en JSON. Donc, je prends ça et je le mets à droite de mon base URL, donc de mon URL de base. Si vous voulez faire d'autres actions, donc par exemple forecast qui veut dire les prévisions. Si vous voulez des prévisions, vous allez tout simplement mettre ça à la fin de l'URL plutôt que ce que je viens de coller là, OK? Donc, chaque action avec son URL. Ensuite, si on descend un tout petit peu dans la documentation, on nous dit que les requests, paraméteurs, ça va être, ceci. Donc, 1 paramètre, ce serait key. La description, ça serait quoi? C'est notre clé d'API. Donc, si je viens dans les paramètres, donc je l'ai déjà activé ici, Query Parameters, name, key et value, la clé d'API. Bon, ça, on l'avait déjà fait parce que c'était spécifié un peu plus haut dans la documentation. Donc voilà, des fois, les informations, ça peut apparaître plusieurs fois, souvent, ouais, en rapport avec l'authentification, avec la clé d'API. Mais ouais, là, ils nous disent que l'authentification, donc, on le met en request, parameter et on va mettre notre clé d'API dessus. D'ailleurs, il faudrait que je cherche, ma clé d'API. Je pense que je vais cliquer ici sur My account en haut à droite et là, je vais devoir me connecter. Je pense que j'ai déjà un compte. Ici, où est-ce qu'elle va se trouver ma clé d'API? Je ne sais pas si elle est accessible ici. Donc comme je vous le disais, parfois les clés d'API, on vous les donne une seule fois et après vous pouvez tout simplement plus les utiliser. Sur ce logiciel-ci, elle est disponible, directement sur le compte. Donc je vais simplement la copier ici et la mettre ici dans la case valeur. Bon là, je la cache pas. Je vais pas cacher ma clé d'API parce que bon, c'est pas un logiciel qui est critique. Voilà, vous pouvez utiliser ma clé d'API. Bon, ça va pas trop m'impacter, j'utilise pas ce logiciel-là habituellement. Mais vraiment, faites surtout pas fuiter vos clés d'API, OpenAI ou je ne sais quoi. Il y a des clés d'API qui sont beaucoup plus, critiques, des clés d'API qui peuvent vraiment compromettre, vos données personnelles ou tout simplement vous faire perdre de l'argent. Parce qu'il y a certaines API qui vont être payantes. Vous prenez par exemple l'API de certains LLM, donc, OpenAI ou vous prenez Anthropic par exemple.
leurs API, elles sont payantes. Si quelqu'un il a accès à votre API, il peut commencer à faire des requêtes, avec, ChatGPT, avec, OpenAI et tout ça et du coup, vous, vos crédits parce que vos crédits, c'est quoi? C'est de l'argent, du coup, que vous avez mis dans votre compte OpenAI, ça va baisser parce que chaque fois que vous allez utiliser, il y a un peu qui va baisser donc voilà, faites attention. Des fois, ça peut être encore plus critique, ça peut être vraiment des données personnelles. Si on a accès à votre clé d'API, on peut accéder à certaines de vos données personnelles. Faites attention, ne fuitez pas vos informations. Moi, je la montre juste plutôt dans ce cas de figure parce que voilà, c'est pas une API qui est critique. Vous pouvez l'utiliser, ça va pas m'impacter. Ensuite, on nous dit que le paramètre Q, ça peut être quoi? Ça peut être la latitude ainsi que la longitude, OK? Donc, sous ce format-là. Ça peut être aussi le nom de la ville, donc je peux mettre Q égale Paris, Q égale, Montréal, Q égale Marseille, je peux mettre n'importe quoi. Je peux mettre le code ZIP, je sais pas c'est quoi ZIP, je pense que c'est le code postal, enfin je sais pas trop qu'est-ce que c'est, mais en tout cas en général c'est dans l'adresse. Moi je vais pas me casser la tête, je vais prendre tout simplement un nom d'une ville, OK? Donc le paramètre c'est Q et je vais mettre dans la valeur de nom d'une ville. Donc j'ajoute un nouveau paramètre, je mets Q et là je vais mettre, quelle ville? Je vais mettre Dakar. Je vais mettre la ville de Dakar, OK? Là, quelque chose d'intéressant et même d'important que vous pouvez constater, c'est qu'ils vous disent les paramètres qui sont requis. Donc, le paramètre qui, il est requis. Vous voyez la description, c'est quoi? C'est la clé d'API. Vous avez nécessairement besoin de mettre votre clé d'API, c'est obligé. Ensuite, le paramètre Q aussi, il est requis. Pourquoi il est requis? Parce que, bah, on a besoin de donner la météo pour une certaine localité, OK? Donc la localité, on peut la spécifier, sous le format de la latitude et la longitude, sous le format du zip, sous le format du postcode, voilà, du postal code, de l'adresse IP, sous le format du nom de la ville. Moi, j'ai choisi ce format le plus simple, du nom de la ville. Mais en tout cas, ce qui est important de savoir, c'est qu'on doit spécifier, on fait la météo d'où exactement. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils sont requis ce paramètre. Je pense que ça devrait être les 2 seuls paramètres qui soient obligatoires. Là, si je vois, il y a un autre paramètre days. Ils me disent que c'est requis seulement si j'utilise la méthode, forecast, la méthode, forecast qui est ici. Donc nous, on a utilisé celui-ci, c'est pas obligatoire pour nous alors. Voilà, il y en a plus trop qui sont obligatoires pour notre cas de figure. Voilà, ils nous mettent, ceux qui sont optionnels, totalement optionnels, ils le précisent et puis voilà. Donc là, si je continue de descendre, je vais peut-être trouver des informations sur l'autre case là, comment ça s'appelle encore? Les headers. Donc si je reviens ici, bon là, je vais fermer ça déjà. Si je reviens ici, que je descends, pas forcément. OK, donc ici, il n'y a pas de header nécessairement à mettre, mais pour une autre API, il pourrait y en avoir. D'ailleurs, chose importante à noter, c'est que j'avais noté ici dans le fichier que les headers, ce sont les informations supplémentaires donc envoyées avec la requête, comme l'identité de l'utilisateur, le format des données ou la clé d'API. Nous, on peut voir que dans notre cas de figure, notre clé d'API, donc ce qu'ils ont appelé key, ils l'ont mis où? Dans les paramètres. Ils l'ont pas mis dans les headers. Tout ça pour vous expliquer que chaque API fonctionne de la manière la plus unique possible. Chaque API est unique en fait. Là, tout à l'heure, on va tester avec d'autres API. Vous allez voir, peut-être ils vont mettre la clé d'API, ils vont nous demander de la mettre dans la section des headers. OK, donc je pense que là, c'est tout. Donc il n'y a pas de body à mettre, il n'y a pas de header à mettre. On a mis la clé d'API, on a mis la localité d'où on veut récupérer la météo. Et là, je vais tester. La méthode, on l'a mis à poste. Je vais tester. Là, ça nous retourne un item. Voyons voir. Voilà ce que ça me retourne. Donc la location Dakar, région Dakar, pays Sénégal, ça me donne latitude, longitude. Ici, ça me donne les informations sur la météo. Voilà, plein de d'informations techniques, l'humidité, clouds, donc les nuages. Ici, on a la température en Celsius, 24 degrés. Et ici, 24 degrés? Mais j'ai l'impression de cramer. Comment ça 24 degrés, wesh? Ici, on a aussi la température en Fahrenheit, donc 75 et voilà, plein d'autres informations. On va faire un petit test, ou plutôt non, on va pas le faire maintenant, mais bon, on peut le faire tout de suite, mais je vais vous expliquer un peu tout à l'heure. Voilà, si j'enlève un chiffre dans ma clé d'API, voilà, j'exécute, ils me disent, que la clé d'API est invalide. Tout ça pour vous dire que la clé d'API, c'est un peu comme, un mot de passe. Voilà, ça doit être, la bonne valeur pour bien vous authentifier. Au niveau de la localité aussi, si je mets pas une bonne localité, voilà, si j'orthographie pas la chose de la bonne manière, voyons voir quelle erreur cela va me retourner. No matching location found. Ils ont pas trouvé de localité, qui s'appelle, comme ça, ce que j'ai écrit, tu vois? Donc,
veillez bien à écrire, les choses aussi. Donc là, je suis revenu dans la documentation pour vous dire que voilà, tous souvent, ils vont vous donner aussi un exemple de la réponse que ça va vous donner. Donc là, c'est sous le format JSON. Si je reviens sur N8N, je peux afficher les informations sous différents formats: schéma, table et JSON. Donc là, il vous donne un exemple, enfin plutôt sous le format JSON, qu'est-ce que ça a donné, la réponse. Et voilà, souvent sur, les documentations d'API, ils vont vous dire sous le format JSON, à quoi cela va ressembler, l'information qu'on va vous retourner, ou aussi sous le format JSON, à quoi cela va ressembler lorsque vous allez envoyer les informations. Bref, là, on va tester une autre API, OK? Je vais fermer cette page. Je vais tester l'API de Pexels, OK? Pexels.com. Pexels, c'est un logiciel où on a accès à des images libres de droit, OK? Je peux taper, chien ou dog. Ils vont me montrer des photos sur des chiens. Bref, Pexels a une API. Là, si je viens sur leur page d'accueil, voilà, sur ces 3 petits points, je peux voir Image and Video API. Aussi, habituez-vous à l'anglais parce que souvent les documentations, ça va être en anglais. Ici, je crois que je peux carrément changer la langue sur Pexels, mais habituez-vous à l'anglais parce que 90 voire plus du temps, c'est en anglais que ce sera disponible. Donc, là, qu'est-ce que je peux faire? Cliquez sur Your API Key pour récupérer ma clé d'API. Vous, si jamais vous n'avez pas de clé d'API sur ce logiciel, vous pouvez faire la procédure. Donc là, je vais cliquer sur, Your API Key. Là, ça m'affiche ma clé d'API. Si jamais vous n'avez pas de clé d'API, voilà, ils vont juste vous poser quelques questions et directement, voilà, c'est comme une inscription. Ils vont vous fournir votre clé d'API, vous la récupérez et encore là, on est sur des logiciels qui nous affichent carrément en permanence notre clé d'API dans le logiciel. Ce n'est pas toujours le cas. Encore une fois, souvent, vous allez générer une clé d'API OpenAI, ils vont vous la montrer qu'une seule fois. Si vous la perdez, vous ne pouvez plus l'utiliser. Vous serez obligé par la suite d'en générer une nouvelle. Donc, moi, j'ai carrément un dossier sur mon PC qui s'appelle API Keys. Donc, il y a pas mal de fichiers dans lesquels il y a des clés d'API. Donc voilà, c'est ici que je garde mes clés d'API. Donc, moi, je vais simplement copier ma clé d'API ici. Je reviens en arrière et je vais chercher la documentation. Toujours premier réflexe, aller dans la documentation de l'API en question. Cette documentation de Pexels, elle est vraiment cool. Elle est vraiment facile à lire, je trouve. Hem, Qu'est-ce que je veux faire? Première question, qu'est-ce que je veux faire? Je veux chercher des photos, OK? Je veux chercher des photos en rapport avec un certain mot. Donc je vais dans la partie photo, de Photo Resource. The photo resource is a JSON formatted version of a pixel photo. Donc moi, c'est pas cette ressource que je cherche actuellement, c'est plutôt search for photos. Je veux chercher plusieurs photos, OK? OK, donc là, on voit les différentes informations que ça me dit d'utiliser. Donc, get, premier temps, voilà, ils nous disent que la méthode, c'est get. Je vais directement dans N8N, je fais quoi? Je vais supprimer ça, je vais le mettre un peu là-bas. Ici, je mets un nouveau nœud HTTP request. Méthode, je mets à get. OK, c'est déjà à get. Je reviens dans la documentation. Là, ils nous donnent plein d'informations. Ils nous disent que ce endpoint, le endpoint, encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est le lien vers lequel on va faire, la requête. Donc ici, ça va être le lien que vous voyez ici. Donc ce lien, ce endpoint-là, il nous permet de rechercher des photos sur Pexels, sur un certain topic, sur un certain sujet. Par exemple, tu peux taper quelque chose comme nature, tigre, people, et ça va te retourner des informations en rapport avec, ces mots-là. Tu peux aussi utiliser des expressions un peu plus élaborées. Qu'est-ce que je vais faire du coup moi? Je vais prendre, ce endpoint, si j'arrive à le copier, je le prends. Qu'est-ce que je fais? Je viens sur N8N, je le mets dans l'URL. Aussi simple que ça. Je reviens ici, ils me disent comme pour les paramètres, qu'est-ce que je dois mettre? Donc là, vous pouvez voir les paramètres qui sont requis. Ici, il y a écrit required. Celui-là, il est obligatoire, query. Ensuite, on a orientation qui est optionnelle, size qui est optionnel, color qui est optionnel, local qui est optionnel, et cetera. Mais query est requis. Donc, on a forcément besoin de taper un mot dans la barre de recherche pour pouvoir avoir, des photos. Donc moi, vu que ce paramètre il est obligatoire, je viens ici. C'était dans la section parameters, donc j'ouvre les paramètres, je mets query ici et on va dire que je cherche, des informations sur allez, je vais taper le mot salade, par exemple. Salade, je vais mettre, sans E, on va dire en anglais. Ensuite, il y a plein de paramètres qui sont optionnels que vous pouvez, spécifier.
Là, ils nous disent que l'orientation, c'est l'orientation de la photo. Il y a des photos sous le format paysage, donc plutôt rectangulaire. Il y a des photos sous le format portrait, donc rectangulaire, mais on va dire debout. Et il y a des photos sous le format square. Donc moi, bien que ce paramètre il est optionnel, on va dire je vais prendre landscape et je vais vouloir mettre ça en, enfin plutôt je vais prendre l'orientation et je vais vouloir mettre ça en landscape, ok? Orientation, landscape. Donc là, ça va me retourner uniquement des photos sous le format paysage, des photos sous le format rectangulaire. Donc là, il y a plein d'autres paramètres qui vous proposent, size. Là, ils nous disent souvent vous allez voir qu'ils vont vous dire les valeurs qui sont possibles. Souvent, vous n'allez pas pouvoir mettre n'importe quelle valeur. C'est possible pour query, par exemple, tu peux mettre n'importe quel mot, mais il y a certains paramètres où tu vas être obligé de rentrer certains mots qui sont spécifiques, quoi. Donc, l'orientation, tu peux mettre que landscape, portrait ou square et tu peux faire le test. Tu peux mettre, un mot qui n'est pas égal à ces 3 là, tu vas voir que ça va tout simplement, pas marcher, quoi. Donc, je reviens ici. Là, comme on peut le voir, ils ne m'ont rien dit sur l'authentification. Là, j'ai le réflexe. Je sais que voilà, chaque requête, HTTP, chaque, appel d'API, j'ai besoin de mettre, ma clé d'API. Donc là, j'ai le réflexe de me dire: «OK, c'est pas spécifié ici, c'est spécifié certainement autre part sur le site». De toutes les manières, essayez, vous allez voir que vous allez certainement pas pouvoir parce que vous n'avez pas spécifié votre authentification. Là, j'essaye, ils me disent, erreur 401. Donc on va parler des erreurs tout à l'heure, mais ils me disent, autorisation failed, please check your credentials. J'ai pas spécifié mes credentials. J'ai pas spécifié que, voilà, j'ai le droit, j'ai pas mis mon mot de passe en gros. Voilà, comme je vous l'ai dit, les documentations d'API ainsi que les API, elles sont uniques. Tout à l'heure, on avait vu, ils ont mis dans la section paramètres, avec la météo, ils ont mis dans la section paramètres l'authentification. Ici, ils l'ont pas mis dans la section paramètres. Donc là, je vais venir ici dans la section autorisation. Donc souvent, ils peuvent appeler ça autorisation ou authentification. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que c'est fourni en rajoutant un header autorisation. Donc, faites bien attention à l'orthographe. Vous avez pu le voir que c'est important. Et eux, ils ont dit que c'est dans les headers, OK? Donc moi, je viens dans header, je mets autorisation et là, je vais coller ma clé d'API. Je l'avais collée un peu plus copiée un peu plus tôt, je pense que c'est ça. Et donc, je vais exécuter le step cette fois-ci. Et encore une fois, vous pouvez choisir plein d'autres paramètres, c'est vous qui voyez. Cette section response, c'est pour les informations qui vont nous être retournées. Donc ici, vous pouvez voir example response. C'est un exemple de réponse qui va nous être retourné. Il nous le donne sous le format JSON. Je reviens sur N8N, je vais exécuter le step et là, ça m'a retourné quoi? Plein d'informations, OK? Si je clique ici, là, la première image que ça m'a retourné, à moins même que ce ne soit la seule, je suis pas sûr. Il y avait un paramètre, je pense, pour définir le nombre d'images que je veux qu'il me retourne. Mais voilà, il me donne un certain URL, je vais le coller sur Google et voilà, j'avais tapé salade, c'est ça que ça m'a retourné, OK? Si je viens ici, je tape, salade dans la barre, on peut voir que c'est même la première image. Comme pour vous dire que l'API, c'est juste une manière d'utiliser un logiciel en dehors de ce logiciel-là. Je veux utiliser, ChatGPT en dehors de ChatGPT, eh bien, j'utilise l'API de ChatGPT, de OpenAI. Voilà, je veux utiliser Pexels, donc le logiciel-là pour les photos en dehors de Pexels, j'utilise l'API. Et là, dans la réponse qu'ils m'ont retournée, on peut voir qu'ils m'ont donné plein d'autres, images. On va dire, plutôt c'est la même image, mais sous d'autres formats. Donc là, il y a le format original, il y a le format large 2x, il y a le format large, il y a le format medium, il y a le format small, il y a le format portrait. Si je prends le format original et que je le colle sur Google, voilà, ça me met, l'image sous c'est en fait, si vous voyez bien l'extension, c'est sous le format JPEG, donc JPEG. Je vais pouvoir télécharger cette image. Donc admettons que moi j'ai besoin de cette image et que je veux la traiter sur N8N, qu'est-ce que je peux faire? Je viens ici, je prends un autre nœud HTTP request et là je vais le mettre en méthode get, OK? Je veux get l'image et là je vais prendre l'image en question. Donc c'est dans la section SRC ici. Donc c'est là la version originale, je peux prendre une autre version large ou peu importe. Et là, je vais pouvoir exécuter le step et là, ça va me télécharger l'image en gros. C'était un fichier JPEG. Si je get le fichier JPEG, ça me l'amène, ça le télécharge et ça me l'amène sur N8N. Et là, je peux cliquer sur View et l'image, elle est disponible ici. Je peux aussi cliquer sur Download pour la télécharger sur mon PC. Donc voilà, juste pour vous montrer un petit cas d'usage.
De la même manière, on pouvait faire, quelque chose de similaire. Je vais chercher une vidéo. Je viens ici dans la section Search for videos. Je clique, je mets la version get, enfin plutôt la méthode get. Je prends l'URL ci. Voilà, voilà, ça fonctionne de la même manière que pour les photos. L'essentiel, voilà, cherchez dans la documentation ce qui correspond à ce que vous voulez faire exactement. Il y a aussi une notion dont j'aimerais vous parler, c'est le curl. Je ne sais pas si on prononce comme ça, mais CURL. Si je viens sur, N8N, je vais cette fois-ci, lui aussi, le mettre, à l'écart. Donc, je viens ici, je rajoute un nouveau nœud, je rajoute un nouveau HTTP request. Ici, vous allez voir, vous avez l'option d'importer un curl. Si je clique sur import curl, je peux tout simplement coller ma commande, curl. La commande curl, c'est, on va dire, une manière plus simple de remplir des informations. Donc, vous allez comprendre, là, supposons que je veuille, récupérer, des informations, donc des vidéos. Donc je suis dans le endpoint search for videos. Ici à droite, vous allez pouvoir voir que vous avez le curl, en fait. OK? Il y a le curl, ça commence, par curl, c'est facilement reconnaissable. Je peux tout simplement copier, venir sur N8N et copier cette commande curl là. Ah zut, ça l'a pas copié. Je reviens ici, je copie, je colle. Donc voilà. Tout ce que j'aurai à faire, si je clique sur import, voilà ce que ça me donne. Ça remplit les informations directement avec, ce qu'il y a dans curl quoi, dans cette commande-là. Donc ça a mis le endpoint, ça a mis la méthode, ça a mis query, ça a mis nature, ça a mis, per page, ça a mis value one. En header, ça a mis quoi? Ça a mis autorisation, ça a mis your API key. Bien sûr, ici, on va devoir remplacer your API key par notre véritable clé d'API. Mais en gros, c'est une manière très facile de pas se casser la tête quoi, de pas venir, OK, de devoir lire la documentation, de se dire: «OK, je dois commencer par le query. OK, est-ce que c'est requis? Oui, c'est requis. Donc je vais venir sur N8N, prendre un nœud HTTP request et faire quoi? Et venir dans query parameters, taper query, ensuite dans query, je vais taper nature, ensuite je vais aller chercher sur, la documentation. OK, il y a quoi d'autre? Il y a orientation, OK, je viens ici, je tape orientation, voilà. Pour vous épargner ce genre de choses-là, vous pouvez tout simplement venir et copier la commande curl et ça va tout simplement vous remplir, la template directement et c'est super utile. Vous allez voir cette option dans vraiment pas mal, de documentation d'API. Là, je vais par exemple partir sur un site, OK, on va partir sur l'API de Notion, par exemple. C'est une API que j'aime bien aussi. Elle est vraiment bien documentée, elle est jolie, elle est facile à lire et voilà. D'ailleurs, souvent vous allez devoir aller dans la section API Reference. Si vous voulez aller dans la documentation, vous allez dans la section API Reference. Voilà. Donc là, supposons que je veux faire quelque chose avec une database. Je sais pas si je vais trouver la version curl, mais c'est fou, je trouve pas la version curl. Punaise. Ah, là, par exemple, j'en trouve une. Supposons que je veux retrieve, enfin, upload a block, par exemple, le endpoint upload a block. Donc là, ils me disent quoi? Patch comme méthode. Donc l'URL, ça va être ça. Ici, je vais pouvoir copier le curl directement. Je le copie, je viens sur N8N, je clique sur import curl. Je colle et je clique sur import et là, ça m'a rempli les informations, tu vois? Notion, api.notion.com et cetera. Autorisation bearer Notion API key, si vous allez devoir remplacer tout ça par votre clé d'API Notion. Voilà, ils ont rempli pas mal de cases et ensuite vous avez juste à venir et faire les modifications là où c'est nécessaire, quoi. En tout cas, le curl, ça va vous faire gagner, moi, je trouve, pas mal de temps donc n'hésitez pas à en abuser. Quelque chose qu'il y a lieu de savoir aussi, c'est les codes d'erreur, les codes de réponse, parce que c'est pas forcément des erreurs. Souvent, on va vous renvoyer un certain code. Vous allez souvent y faire attention lorsque ça va être plutôt une erreur. Là, si je reviens dans mon historique des exécutions, si je viens dans celui-ci et que je vais dans ce nœud HTTP request, vous vous rappelez, ça m'a fait donner une erreur d'autorisation parce que j'avais pas mis mes credentials, j'avais pas mis ma clé d'API et là, ça m'a retourné un code d'erreur 401. Donc souvent, ils vont vous retourner lorsqu'il y aura des erreurs, certains codes, OK? Donc là, j'ai tout simplement tapé API error codes sur Google pour trouver un tout petit peu un récapitulatif de ça.
Heu, Open image, new tab. Donc voilà, il y a plusieurs catégories d'erreurs. Lorsque ça va commencer par un, souvent ça va être que la requête a été reçue, mais il n'y a pas de réponse encore. Lorsque ça commence par 2, souvent 200 par exemple, c'est que la requête a été reçue, elle a réussi, elle a bien réussi en fait et ça a fait le comportement attendu. Souvent ça va être le code de réponse 200. Lorsque ça va commencer par 3, on nous dit que la ressource qui a été demandée est dans un autre endroit, donc on devrait faire un appel séparé, un autre appel d'API. Lorsqu'elle commence par 4, cette requête n'a pas pu être complétée parce qu'il y a un problème de notre côté. Donc quand ils vous disent «on the client's end», le client, c'est vous, c'est votre navigateur, c'est votre N8N par exemple. Il y a une erreur de notre côté. Et lorsque ça commence par 5, quelque chose, 501, je sais pas moi, ou 500, la requête n'a pas pu être complétée car il y a eu une, problématique, un problème du côté du serveur. OK? Donc le problème, il n'est pas chez nous, le problème, il est plutôt du serveur de l'application en question. Il s'est passé quelque chose de leur côté, ils n'ont pas pu tout simplement nous retourner la requête, la ressource qu'on leur a demandée. Souvent, lorsque vous allez aller dans les logiciels, dans les documentations des API, vous allez pouvoir voir des erreurs, enfin des codes d'erreur en fait. Là, par exemple, dans la documentation de Weather API, l'API de météo, ils nous disent à quoi correspond le code 401. Le code 401, il apparaît lorsque la clé d'API n'a pas été fournie. Le code 400 lorsque le paramètre Q n'a pas été donné, et cetera, et cetera. Peut-être sur Pexel aussi peut-être, je ne sais pas. Si je tape, erreur, OK, on dirait que pas forcément, à moins que ce ne soit dans une autre section. Mais voilà, cela prouve encore que les API, enfin les documentations des API sont vraiment différentes. C'est vraiment du cas par cas et que suffit de comprendre, l'idéologie générale pour pouvoir s'en sortir avec chaque API. C'est vraiment pas compliqué. Et d'ailleurs, vous n'avez pas besoin de retenir chaque, code d'erreur signifie quoi. D'ailleurs, c'est pas possible parce que chaque API avec, le code d'erreur qu'il attribue à une certaine situation. Bien sûr, il y a des normes qu'ils vont certainement essayer de respecter, mais bon, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Du coup, voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. C'est vraiment un concept, super important, vraiment sous-coté. Je sais pas pourquoi aussi peu de personnes parlent de ce concept et vont en détail sur ça, sur, les clés d'API, tout ce qui est API, tout ce qui est requête HTTP. Je pense que c'est un concept, fondamental, super important et que c'est pas juste les développeurs qui devraient comprendre, voilà, ce qu'est une requête HTTP et ce genre de choses. Ça devrait pas faire peur aux gens. Enfin, j'espère que ça a été le cas dans cette vidéo et que ça a pu, on va dire, vulgariser la chose et que c'était pas trop compliqué. En tout cas, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si jamais il y a des choses que vous auriez pas compris. Sinon, j'avais fait une vidéo sur le format JSON, je vais vous la mettre ici ou dans la description. C'était un préalable, à celle-ci. Je trouve que c'est important de comprendre le JSON avant de pouvoir passer sur ce qu'on a vu ici, c'est-à-dire les requêtes HTTP ainsi que les API. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je sais pas, elle a duré combien de temps? Sûrement autour d'une heure ou plus. Donc si tu es resté jusqu'ici, bah, je te remercie vraiment. J'espère que tu as appris beaucoup de choses et du coup, nous, on se dit à très vite. Peace.